après cette première table ronde, très enrichissante, qui permet justement de se saisir de la question. Lors d'une seconde table ronde, nous allons aborder la question de la formation. Et donc, j'invite Madame Siane Dassonville, formatrice et consultante, à nous rejoindre. Madame Mélissa Cornu, éducatrice spécialisée au service d'accompagnement en milieu ouvert. Madame Sylvie Denain, éducatrice spécialisée au point accueil écoute jeunes parents. Et Madame Christine Scotarec, conseillère technique de la rectrice Académie de vie. Alors, je vais peut-être laisser Siane Dassonville se présenter. Ah oui, clairement. Bon, ok. Je ne sais pas si je vais avoir des choses à dire, elle est tellement bavarde, celle-là. Incroyable. Donc, moi, je m'appelle Siane Dassonville, je suis consultante sur les questions de transition ticket. Je suis coordinatrice du comité de pilotage des parcours de santé de France également. Je suis travailleur social à l'origine, je travaille 20 ans en mission locale, pour l'accompagnement de socio-professionnels. Fondatrice d'une association trans sur l'île. Je suis président actuellement et je fais de la formation et de l'accompagnement de personnes en questionnement ou en parcours d'affirmation. Et ce qui vous relie avec l'ensemble des professionnels qui sont autour de la table, c'est la question de la formation et justement de la prise en compte d'une situation donnée sur une problématique donnée. C'est bien ça? Je ne connais pas cette personne. Alors, à côté de vous, vous avez Sylvie Denain. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et peut-être évoquer les raisons pour lesquelles on vous a invité à cette table ronde. Alors, je suis Sylvie Denain, éducatrice au point accueil de jeunes de la vie active, adultes et parents. Donc, nous, on accueille des jeunes âgés entre 11 et 25 qui, à la fois vont bien, mais qui, à la fois, peuvent rencontrer toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés. Donc, on les accueille seuls ou alors avec leurs parents de façon dans la libre adhésion, pour la plupart. 90% de notre public vient librement. Alors, on accueille, on accueille tous ces jeunes. Et pour donner quelques exemples, donc j'ai accueilli, je change les prénoms, j'ai accueilli Camille et qui, sa principale demande était de connaître une association parce que voilà, elle voulait avoir des renseignements par rapport à sa transidentité. Tout naturellement, la confiance s'est établie. Alors, notre difficulté au niveau du point écoute, c'est d'établir une relation de confiance. C'est l'accueil pour nous est primordial parce qu'on sait qu'après, on les reverra peut-être plus. Donc voilà, j'ai senti que je pouvais aller approfondir un petit peu sa demande et en effet, c'était pour lui. Donc, sa question, tout simplement, c'était de connaître une association parce que voilà, il voulait aller vers une transition. Il était isolé au niveau de sa famille parce que ses parents étaient contre ce processus, donc il se retrouvait tout seul en foyer. Mais bon, voilà, c'était sa façon à lui de respecter ce qu'il était, d'aller vers ce qu'il désirait. Donc, un peu démuni, j'avoue, je savais que je pouvais l'appeler par son prénom d'usage parce que je lui ai demandé. Et là, c'est vrai qu'au regard de la vidéo, le sourire s'amorce. On sent que déjà la personne se sent écoutée dans de son humanité, dans tout ce qu'elle est. Mais moi, j'essayais de ne pas être trop maladroite, de chercher, voilà, je peux pas le dire. Mais bon, ça s'est très, très bien passé. Mais après réflexion et aussi réflexion avec mes collègues, on avait discuté pour évoquer ce sujet en réunion d'équipe, le chef de service, le directeur. Et j'ai reçu encore une autre jeune qui, elle, par contre, était mineure. Donc là, le premier, c'était majeur, et la jeune fille était mineure. Et d'entrée, elle dit, voilà, mais moi, je veux que vous m'appeliez comme ça. Pas de souci. Et là, c'était super.
Sa difficulté, c'était en effet de connaître des associations qui pouvaient l'amener vers cette transition, sauf qu'elle était mineure. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes facilités. Ensuite, maman, enfin, les parents divorcés, maman ne voulait pas du tout entendre parler de ce sujet-là. Papa était un peu plus à l'écoute. Ce qui était bien avec cette jeune, c'est qu'au niveau de l'éducation nationale, dans la classe, que ce soit certains professeurs, mais l'ensemble des élèves, acceptaient de l'appeler par son prénom d'usage. Et là, c'était quand même quelque chose de super chouette pour elle. Donc, on l'a accompagnée un petit peu, je l'ai accompagnée un petit peu jusqu'à un certain temps, mais de toute façon, il fallait, avec Tanciane, de toute façon, elle ne pouvait rien faire sans ses parents vu qu'elle était mineure. Donc, Siane nous a été d'un précieux recours parce que j'ai pu échanger avec elle des mails. Bon, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est bien? Est-ce que voilà, et puis tous les conseils. Donc, en réunion d'équipe, on s'est dit, tous mes collègues étaient aussi en difficulté que moi. Donc, mon directeur a eu la gentillesse de mettre en place une formation avec Siane. Et cette formation, elle a eu lieu pour l'ensemble des PAEJ qu'il y a sur le Pas-de-Calais. Donc, ça concernait Boulogne, Carvin et Nice. Voilà un petit peu comment on fonctionne avec les jeunes. Et les parents, je peux continuer du coup, voilà. Donc, concernant les parents, mais c'est un autre chemin parce que c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai reçu aussi une maman qui, elle, c'était hors de question, et le lien a été rompu à cause de ça, parce que l'enfant, son rêve, un enfant idéalisé, il était mis à nu. Donc là, on était dans des pertes symboliques, on était en train de dire que le bébé, voilà, son bébé n'était pas l'enfant qu'elle aurait aimé et voulu avoir, et du coup, ça a rompu le lien par rapport à elle. Pour une autre personne, l'acceptation était présente. Il me semble que vous avez préparé Je peux le dire maintenant. Okay. Alors, j'ai le témoignage de la maman, mais j'ai aussi le témoignage de sa fille. Alors, Alors, témoignage de la maman. J'ai donné naissance à 2 garçons, mais depuis plus d'1 an, l'un d'eux a choisi de suivre une transition de genre. Il a annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Il confie être né dans le mauvais corps. En tant que maman, j'ai ressenti de la compréhension, de la culpabilité, des larmes ont coulé sur mon visage. Qu'est-ce que j'ai raté? Ou pas dû venir. Pourtant, mes enfants ont suivi la même éducation. Qu'est-ce que je pouvais faire pour mon enfant? J'ai choisi de continuer de le soutenir, l'écouter, la comprendre. Elle reste mon enfant, peu importe fille ou garçon. L'essentiel est qu'elle se sente bien dans son corps et en harmonie avec elle-même. Cependant, je craignais davantage le jugement d'autrui. La transition met un certain temps. C'est également pour elle de suivre des traitements un peu longs avant de voir le changement et la différence qu'elles peuvent. Les paroles peuvent faire mal. J'ai fait le choix de l'accueillir et aujourd'hui, nous sommes plus complices. Chacune a su trouver sa place. Kevin et Lola ne font qu'une et seule telle personne. Voilà pour le témoignage de la maman. Pour sa fille, pas de transformation, rien de magique, juste une continuité, une affirmation de moi-même. Je suis toujours la même personne dans le même corps. Il n'y a pas d'avant et d'après. Ma transition me permet juste d'adapter un peu mon corps à ma personnalité, qui, elle, a toujours été là. Elle s'est juste révélée peu à peu, alors que je gagnais davantage confiance en moi-même. Ce que je peux rajouter, c'est que le cheminement, il n'est pas du tout pareil par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport aux jeunes. Le jeune, il sait depuis très très longtemps qu'il n'est pas dans le bon corps. Que les parents, quand ils le découvrent, c'est le choc, c'est la culpabilité. On est dans un cheminement qui n'est pas du tout pareil, et du coup, le processus, pour eux, il commence seulement. Et avec toutes les souffrances que ça peut aussi donner de leur côté. Donc, notre boulot à nous, au niveau des PAEJ, c'est de les accompagner vers, et alors faire comprendre aussi que ça reste leur enfant. Donc, merci pour ces témoignages. Le groupe éthique a bien identifié sur cette question-là la panique des professionnels lorsque quelqu'un vient les voir et leur aborder le sujet. Il y a tout de suite une panique en se disant qu'est-ce que je fais? Il y a besoin de concertation.
Et ensuite, on passe à venir poser les choses et on se rend bien compte que la formation est un passage obligatoire. Et la formation permet de donner des clés. Alors, je vais laisser Sian s'exprimer sur la question de la formation, hein, puisqu'il y a beaucoup à en dire sur la formation. Ah, ça s'arrête là. Ah, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. J'attendais le point d'interrogation. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est que, à la fois dans ce que je viens d'entendre, de ce que vous avez lu et de ce que vous avez dit, c'est que le message est entendu et c'est tout à fait extraordinaire. Juste un petit mot aussi sur cette approche de ces deux courriers. On a à la fois l'approche, on pourrait qualifier peut-être de six situés, alors six fait référence à six genres. Six genres, ça y est, je fais le cours. Six genres sont des personnes dont l'identité de genre correspond à leur genre assigné à la naissance, donc 99% de la population à peu près. Et transgenres sont les personnes qui ont genre qui n'est pas celui assigné à la naissance, 1% de la population. Et donc ici on a un courrier qui est celui d'une personne qui est un courrier cis-situé et on a une réponse de l'enfant qui est trans-situé quelque part. Parce que on sent bien que dans l'esprit de la maman, il y a ce passage d'un genre à l'autre comme ça. Or, je ne crois pas que nous vivions ça, enfin, pas tout le monde, évidemment, je fais des généralités, mais c'est des généralités. Nous ne vivons pas les choses de cette façon similaire. C'est-à-dire que comme on ne prend en compte que l'identité de genre, à partir du moment où on prend en compte l'identité de genre, l'identité de genre, elle est là depuis le début, elle ne se change pas. C'est juste une mise en adéquation de l'identité de genre avec l'expression de genre à travers une transition, pas que ce soit une éducative ou pas, ou une transition sociale, administrative, etc. Quant à la formation, vous avez raison de le signaler, il y a c'est pas toujours le cas non plus, mais très souvent, les professionnels qui m'appellent pour intervenir sont complètement désorientés. Il y a un effet de panique. On repère la panique tout. Ça, on le repère assez régulièrement. Je ne sais pas si j'ai reçu une personne, en plus, ça arrive toujours une fois qu'on est confronté à la situation. C'est difficile d'anticiper, alors qu'en fait, si on considère que c'est 1% de la population, ben, quasiment tous les professionnels qui sont ici, un jour ou l'autre, auront affaire à accompagner ou à accueillir une personne en situation de transition. Et donc, il y a une certaine panique parce qu'on a reçu quelqu'un, peut-être qu'elle n'est pas revenue. Si elle n'est pas revenue, on sait qu'il y a des raisons aussi. Est-ce qu'on a dit des bons mots? Est-ce qu'on a été respectueux, respectueuse? Est-ce qu'on a bien fait des choses? Est-ce qu'on a mis en place au sein de la structure des éléments indispensables qui permettront à la personne de se dire, tiens, là, je peux pousser la porte, et là, je vais être entendu parce que j'ai repéré quelque part un petit signe qui fait que, ça, j'invite aussi les professionnels à flécher ce genre de choses, c'est-à-dire un petit protocole en entrée, vous savez, quelque chose comme ça, qui permettrait de dire, ah tiens, il y a un petit drapeau LGBT là, où il existe des petits drapeaux comme ça avec le safe place, vous savez, ou ici, welcome tout le monde, quoi. Et donc, ça permet déjà aux personnes d'être rassurées sur le fait qu'elles vont être bien reçues. Beaucoup de personnes trans n'accèdent pas à leurs droits à cause de ça. Elles n'osent pas. Moi, j'accompagne aussi de façon individuelle des personnes, je pense notamment aux jeunes qu'il faut accompagner parfois dans les missions locales parce qu'elles ont peur de rencontrer leurs conseillers. Elles savent très bien qu'il va y avoir le passage par la fiche administrative, l'inscription d'un certain nombre de choses en informatique. Donc elles vont devoir, si elles n'ont pas fait dans changement d'état civil, elles vont devoir dire leur nom et leur prénom administratif. Et j'invite d'ailleurs, une question que je connais un petit peu comme ça pour toutes les structures, hein. Pas vous garantir une fiche de ce type-là. Faites en sorte d'ajouter systématiquement dans votre questionnement le prénom de sa fille.
extrêmement important. Alors, le prénom visage, ça concerne, moi, je le demande à tout le monde. Je pensais à ça quand je travaillais en mission locale, parce que quand on remplit un dossier, on a le nom, prénom, etc. Et si je demande à des assureurs si je devais être un M ou un F, ils vont mal le prendre probablement. Donc, j'aurais peut-être une réaction un peu plus lente. Et finalement, je me suis dit, bah, en fait, il suffit de demander le prénom de piège et percevoir s'il y a un décalage entre le prénom de piège et le prénom administratif. Parce qu'on m'a demandé aussi quel pronom il faut utiliser. Ça, c'est partie des bonnes pratiques adoptées dans toutes les structures. Donc, une formation de recrutement de arrêter parce que ça va pas. Ouais. On va continuer sur le partage d'expérience donc avec Mélissa Cornu. Hein, donc, vous avez rencontré également une situation similaire à celle. À l'époque, j'étais en pays d'hébergement pour faire des aides déficients et on s'est retrouvé donc face à une situation d'un jeune homme qui voulait donc devenir femme. Je rebondis tout à l'heure. Et effectivement, en tant que professionnel, quand on n'est pas face à cette situation qu'on n'a jamais vécue, on ne sait pas comment aborder le sujet. On ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, si on est maladroit, si on est maladroit. Donc, le but étant d'établir un plan d'accompagnement pour la personne tout en étant bienveillant. Et c'était une découverte pour l'équipe, tout comme moi. Donc, et pour le coup, n'ayant pas eu de formation préalable, c'était la personne elle-même qui était personne ressource publique. Parce qu'elle avait déjà identifié son parcours, elle avait déjà cheminé, elle avait déjà pris contact avec certaines associations. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a appris progressivement à s'approprier, en fait, le parcours de cette jeune fille qui aujourd'hui continue, parce que c'est un parcours, c'est un cheminement très long. Ça se fait pas en 6 mois de temps. Donc oui, c'était un peu compliqué pour nous en tant que professionnels de pouvoir et aussi éduquer le regard des autres personnes parce que quand elles sont en milieu ouvert, quand elles sont au domicile, elles sont seules. Mais quand elles sont en foyer, pour la plupart avec des personnes déficientes également, on a du mal, enfin, on n'a pas les mots pour aller expliquer aux personnes déficientes pourquoi cette personne souhaite devenir une femme ou pourquoi cette personne souhaite devenir un homme. Voilà. Pour faire un peu preuve de diplomatie, c'est pas forcément évident. Donc, on repère bien cette question de cheminement qui doit être engagée par rapport au processus hein, que la personne effectue. Ce que j'ai cru comprendre aussi, hein, lorsqu'on parle de formation, on parle aussi de sensibilisation. Et là, il me semble qu'au niveau de l'éducation nationale, Madame Skotarek saura peut-être nous expliquer de quelle manière l'éducation nationale s'est saisie de la question. Oui, bonjour à tous. Excusez la voix, hein, c'est un petit peu aujourd'hui. Cécile Skotarek, je suis donc conseillère technique de service social auprès de Madame le recteur, ce qui veut dire pour l'action sociale au niveau des élèves et à ce niveau-là, l'un des deux référents harcèlement et l'un des deux référents parents, entre autres. Hein. D'autres thématiques, mais aussi sur le volet action sociale pour les personnels. Ça, c'est encore un autre sujet, notamment par rapport à la identité, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on commence seulement à se dire que, tiens, dans le fond, sur les 80 000 agents, peut-être que certains sont transgenres ou en phase de transition. On commence à se poser la question. Sachant qu'on est quand même une des académies les plus évoluées par rapport aux 26 académies de France, parce qu'on a eu, il y a pas plus 3 ou 4 ans, des données de statistiques simplement pour savoir où on en était sur l'égalité hommes-femmes au sein de notre institution. Bon, cela dit, on avance difficilement. Là, on va peut-être parler plus au niveau des élèves. Et on a la chance quand même, et bon, qu'elle soit pas là, je dirais aussi, Madame Brun a écrit conseillère technique de la rectrice, et je ne l'ai pas repris parce qu'on peut le dire comme ça, mais Valérie Cabuil, donc rectrice non seulement de l'île, mais aussi de région par rapport à Amiens, généralement, souhaite qu'on l'appelle Madame le recteur.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle résout le problème comme ça, parce que ce sont des thématiques qui sont abordées, je dirais, sans trop de difficultés. Sauf que pour vraiment prendre conscience du problème, effectivement, il y avait une difficulté, et pour faire de la formation, mais il faut être clair, il y a fallu le suicide d'un élève pour que ça débloque les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'avait pas pensé. Moi, ça faisait 4 ans que je disais, attention, on a des conflits, on a des choses qui ne se passent pas bien parce qu'il y a ces histoires-là. Ah oui, on n'a jamais dit que c'était pas bien, mais on a dit, oui, mais c'est peut-être pas une priorité. Si, c'est complètement. Et les infirmières, c'était pareil. Et à partir de suicide, et là, il a fallu réagir. Et on s'est rendu compte que il y avait vraiment une attente au niveau des enseignants par rapport à ça. Maintenant, une formation au niveau de 80 000 agents, c'est pas jouable, c'est pas forcément souhaitable. Par contre, la sensibilisation, c'était pour nous faire prendre conscience qu'il fallait qu'on avance dans le même sens. Et je ne sais pas si on va encore. Bon, là où je voulais pointer un peu les choses, parce que moi, des majeurs, des mineurs, c'est cette histoire de temps aussi. Et là, ça a peut-être été un peu moins évoqué dans les échanges qu'on a eus tout à l'heure. Est-ce que tout le monde va au même rythme par rapport à ça? Et la personne elle-même, comme vous avez expliqué, il faut la suivre en fonction de son évolution. Les adultes qui l'entourent n'évoluent pas de la même façon. Ce sont des mineurs, quand papa et maman n'évoluent pas de la même façon, c'est aussi très compliqué. Dans une équipe éducative, au minimum, un gamin a 8 adultes, 8 enseignants quand il est au collège. Donc, bon, c'est bien compliqué d'avoir tous les adultes qui ont la même vision des choses et qui puissent avancer dans le même sens. Alors, d'où l'intérêt, même si c'est peut-être un peu bateau ce qu'on présente, mais d'avoir quand même des repères et des lois. Parce que ça aide à travailler avec eux en leur disant, oui, mais attention, être fonctionnaire, il y a ça. Et donc, ça me permet aussi de sensibiliser, de travailler par rapport aux obligations du fonctionnaire. S'il n'y avait rien, ça serait encore plus compliqué. Et puis, bon, si je vais être assez rapide, mais dans sensibilisation, effectivement, donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons sensibilisé des équipes d'établissement avec des vidéos, parce qu'il ne faut pas le faire très vite. Mais après, on va beaucoup plus loin avec les gens qui le souhaitent. On va commencer, je pense, si elle le sait, mais le problème, c'est de se retrouver du temps dans son emploi du temps ou avoir des choses peut-être un petit peu plus précises. Donc là, on sera vraiment dans la formation, mais déjà au minimum sensibiliser. Seulement, bon, 80 000 agents, des agents dans les établissements scolaires dépendent des collectivités territoriales. Parce que aussi, c'est une communauté éducative, ce sont les adultes, les gamins, les agents et les parents aussi. Et comment on fait avec les parents? Et on a un exemple en tête que Siane connaît également. Dans l'établissement, bon, il n'était pas parfait pour l'accompagnement du jeune, bon, papa, maman, etc. Mais dans cette situation, ça serait pas trop mal. Mais la communauté, les parents derrière. Quand les petites sixièmes venaient harceler le grand de troisième dans la cour, alors qu'ils ne le connaissaient pas, parce que dans le quartier, il y a eu plein de choses de dites, c'était assez compliqué. Il est assez compliqué aussi pour nous de l'aborder et de pas d'obligation, ni même de quel droit, on dirait, former les parents. On essaie de les impliquer dans les politiques, mais et puis dans la législation qui nous aide à ce niveau-là, mais comment fait-on? Et les textes, on peut dire que certains sont pas dans la législation. Très, très compliqué, je peux vous dire, au niveau des textes. Pour avoir rencontré, et d'ailleurs, les gens du ministère, ça a été obligatoirement, politiquement, et du coup, au niveau des textes. Je ne vais pas se permettre, par rapport aux extrémismes, etc., de mettre un certain nombre de choses.
quelques années, on pourra les mettre. Il y a tout ce contexte. Alors, bon, voilà, sensibilisation, formation des infirmières, formation des assistants sociaux. Pour ceux qui veulent voir un peu, je pense qu'il résume l'éducation nationale des films qui a été pas mal fait par l'Académie de Besançon, qui s'appelle Je m'appelle Louise, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui est pas mal fait sur la façon dont les uns et les autres, au niveau des équipes éducatives, peuvent accompagner les jeunes. Et puis après, il y a tout ça qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est vraiment sur la base de la lutte contre les discriminations. On ne va pas en faire quelque chose de spécifique. Et on lutte contre toutes les discriminations. L'autre chose. Et pourquoi pas, on essaie de comprendre. Et puis on avance, comme l'ensemble des autres discriminations. On ne voudrait pas en faire quelque chose d'à part. Et de toute façon, la liste contre les discriminations, je ne sais plus combien il y en a, 23, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a une. Ça s'allonge régulièrement de toute façon. Voilà, j'ai résumé. Tout en sachant que sur la question de la formation, on peut proposer différentes formes de formation, de sensibilisation, puisque la question se posait de se savoir qu'il ne faudrait pas uniquement sensibiliser et former des professionnels qui sont favorables au changement, à la transition, à la progression, à l'évolution, mais aussi sensibiliser des personnes qui sont beaucoup plus résistantes. Le problème, c'est qu'en général, lorsque on propose une formation aux salariés, je travaille actuellement sur la qualité de vie, alors on a noté deux choses. On y réfléchit, il y a sur la ville de Lille un plan LGBT qui, pour le but de lutte contre les LGBT-phobie qui est mis en place. Sur les formations du personnel, la formation du personnel, il y a proposition de créneaux où les personnes peuvent s'inscrire sur les bases du volontariat, mais pour certains services, obligation de suivre la formation. Et ça, j'y plais beaucoup, notamment au service de l'état civil. Et oui, et là, je vais bientôt avoir la police municipale, ça va pas être triste non plus. Donc, mais sur le service d'état civil, c'était 40 personnes, donc de 20 qu'il a fallu former, là, la formation est obligée. Par contre, effectivement, on se rend compte que d'abord, c'est un public essentiellement féminin, pensé sur la base du volontariat. Donc, c'est surtout les femmes qui s'inscrivent. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes. En se disant, bon, je ne vais pas m'inscrire là, les collègues vont croire que quelque part, ça m'intéresse, et que quelque part, je serais. Il doit y avoir un peu ce genre de réticence, j'imagine. Donc, malheureusement, ça arrive souvent un peu trop tard, et ça s'adresse pas forcément aux bonnes personnes. Enfin, aux bonnes personnes de toute façon, mais pas forcément à celles qui en ont le plus besoin. Voilà. Je souhaiterais revenir un peu sur ce que Mme Soterek disait par rapport à l'éducation nationale, puisqu'on a travaillé ensemble aussi sur la sensibilisation, et revenir un peu sur la circulaire Blanquer, parce qu'il y a un message que je voudrais faire passer, parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à une situation absolument dramatique sur le secteur de Fournier. Une maman qui a un enfant, en situation de transition, d'affirmation de genre, qui est suivi par le professeur médical du CHU à Lille, et qui a fait l'objet d'un signalement de la part d'un personnel municipal qui a donné lieu à une mise de soutien et qui est passé au criminel et qui a fait perdre son enfant, la garde de son enfant, qu'on voulait placer dans un foyer ou dans un établissement. Alors, je rappelle quand même qu'en termes d'établissement spécifique, en général, les établissements sont genrés, alors on est où? On ne les place pas. Donc, il y a une mesure qui est mise en place, elle est encore, et l'expert auprès du tribunal, l'expert psychanalyste auprès du tribunal a fait un rapport disant que c'était sans doute, parce que, non, c'était pas sans doute, c'était sûr, que c'était le désir psychanalytique, le désir de la mère d'avoir une fille, et donc, voilà. Bon,
cette gamine, elle affirme sa conscientité à 3 ans, elle en a 10 maintenant, ça se passe très bien avec son environnement, avec l'école, avec tout le monde. Et elle se retrouve au tribunal parce qu'il y a une personne de la mairie qui trouve pas normal que cet enfant qui est assigné garçon à la naissance s'habille en fille. Et voilà ce que ça peut produire quand il n'y a pas formation des agents de l'état civil, des personnels administratifs. Je ne compte plus le nombre de fois où, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où où je devais me réinscrire à Pôle emploi. Et vous voyez, quand on arrive à Pôle emploi et que la personne rentre dans la salle où tout le monde était là, et je n'avais pas encore mon champion d'état civil, et on lance bien au bout de fort, Monsieur Dassenville, et là je me lève devant tout le monde et je peux vous dire que la gare, ça fait mal. C'est douloureux. Donc, il y a aussi des pratiques, des choses à mettre en œuvre au sein des établissements sur la façon qu'on va accueillir, comment on va garantir une certaine. Comment on va créer un environnement inclusif au sein de tous les établissements. C'est ça la question essentielle. Quand je dis inclusif, évidemment, je pense à toute discrimination, pas uniquement les transidentités. Alors, pour revenir à la circulaire Blanca, c'est ça dont je voulais parler, ce que je voulais dire. C'est. Elle se confronte en fait à l'autorité parentale, puisque la circulaire Blanca nous dit qu'on peut adopter un prénom d'usage, qu'on peut genrer les enfants et les élèves selon leur identité de genre, mais il faut, s'ils sont mineurs, l'accord des parents. Ce qui crée des différences au sein des mêmes établissements, puisqu'on en a qui peuvent être genrés correctement et d'autres qui le sont pas. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, je vous laisse avec cette question aussi, parce que moi, je connais la réponse à cette question, mais ça mérite réflexion et je voudrais que ça aille jusqu'au plus haut niveau. L'autorité parentale, c'est des droits sur l'enfant, mais c'est aussi des devoirs qui s'agissent de l'enfant conformément à droit de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant. Ça veut dire qu'on ne peut pas être maltraitant avec son enfant, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ça, c'est dans les textes, d'accord? Alors, est-ce que vous ne croyez pas que faire obstacle à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre d'un enfant, c'est de la maltraitance? Maintenant, qui fera des signalements dans ce sens-là, au lieu que ce soit dans l'autre sens? Qui prendra ce risque? Parce que je rappelle quand même, et Marie en faisait état, que le taux de suicide, de tentative de suicide chez les personnes trans, c'est une étude que j'ai faite pour le comité d'usagers des parcours de santé. J'ai profité du confinement pour le faire. Donc, ça concerne le trans. 52%. 52% de tentatives de suicide. Même chose, on va nous dire aussi. Ne croyez pas qu'il faut attendre que l'adolescence soit passée avant d'envisager quoi que ce soit, avant de prendre en compte cette identité de genre, etc. Souvent, ça peut s'entendre, hein, évidemment. Le passage de l'adolescence, c'est un passage où on se pose un certain nombre de questions, non? Voilà, c'est normal, quelque part. Bon, maintenant, je vous pose la question. Qui parmi vous s'est posé ce type de questions à l'adolescence? Bien voilà, la statistique. CQFD. On ne se pose cette question que lorsqu'on a de bonnes raisons de se la poser. Alors, il faut écouter et il faut respecter. Merci. Mélissa, vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose comme point spécialisé. Effectivement, on peut former dans les établissements, enfin dans leur structure de travail, mais là où aussi il faut former les professionnels, je pense, c'est aussi dans les centres de formation et à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tous en tant que futurs professionnels, c'est aujourd'hui que vous devez changer et prendre conscience de cette problématique. Comment aujourd'hui on peut accompagner une personne, qu'elle soit masculine ou féminine, sereinement et dans la bienveillance,
en ayant encore des états d'âme et en se disant, bah non, moi je ne partage pas cette idée-là. Il faut savoir faire la distinction entre professionnels de ce qu'on pense dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, on a encore, il y a encore du travail, effectivement, hein, sur le terrain en tant que professionnel. Moi, j'ai été et je suis encore confrontée à des personnes qui me disent, non, mais attends, c'est un phénomène de société. Oui, mais non, il y a le phénomène de société. Non, moi, je ne crois pas forcément. On a des personnes en face, on est dans l'humain, effectivement. Ce sont des personnes qui souffrent, la plupart du temps, depuis tout petit, parce qu'à l'époque, on ne les a pas forcément écoutés. Et je pense que la formation, le besoin de formation, elle est aussi dans les centres. Aujourd'hui, comme l'IRTS ou des choses comme ça, la communication, elle passe aussi par eux, pour garantir l'épanouissement de nos futurs enfin, de nos futures personnes accueillies. Enfin, je pense que c'est pas ça. Parce que par rapport à votre situation, donc il y a eu l'annonce et ensuite comment ça a été La découverte pour tout le monde, parce qu'on ne savait pas comment faire. En plus, quand ce sont des personnes en situation de handicap psychique, là, la question se pose aussi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, enfin, voilà, c'est une lubie? Enfin, voilà, il faut creuser, il faut aller chercher plus loin, parce qu'en plus, les personnes, enfin, comme là, cette personne, ou ces personnes, parce que maintenant, je rencontre d'autres, n'ont plus de famille. Donc, il faut aussi aller chercher l'histoire de vie de la personne, aller comprendre pourquoi elle veut devenir femme ou elle veut devenir femme. Et je pense que, et sans aller aussi dans la formation, mais tout au moins la sensibilisation dans les parcours de formation, je pense que c'est important. sur ce que j'ai entendu aussi, je ne sais pas si je l'ai entendu sur la première table ronde ou sur les échanges qu'on avait déjà eus, c'était la question de la simplicité. C'était ça, hein, on avait parlé de la question de la simplicité, de se dire que plutôt qu'à un moment de se poser des questions, là pour animer le débat, hein, mais je me souviens que c'était plutôt que se poser trop de questions, c'était aussi poser les choses simplement, demander, et ensuite, enfin, à partir des réponses qu'on avait, construire l'accompagnement et construire la prise. J'arrête avec mon aparté. Mais bien souvent, les personnes qu'on accompagne, elles ont déjà quasiment ces réponses. En fait, moi, les réponses que j'ai eues, c'est les personnes elles-mêmes qui m'ont mis sur le chemin. Et voilà, enfin, après, c'est une volonté aussi personnelle de vouloir se former, hein, ça, il ne faut pas le nier. Mais les personnes elles-mêmes ont déjà la réponse. Oui, soyons simples, suivons le cheminement avec ces personnes. Et je pense qu'elles seront encore plus acceptées dans la société de demain. Juste une réponse à une question. J'étais dépression des parcours sur sport pour le sens figuré. Je n'ai pas tout lu, mais depuis 3 jours, normalement, on devrait utiliser dans les établissements scolaires mais bon, ça a été. C'est une décision du Conseil d'État qui reste Voilà. récemment, celle de cette semaine. Oui. Donc, encore une avancée, même si c'est un petit peu en avance. Ah non, mais c'est fondamental, mais en même temps, c'était pour répondre à une demande d'une association proche de la Manif pour tous, etc., qui s'appelle l'Observatoire de la Sirène, et une abomination, si je peux utiliser ce terme, sauf c'est eux qui ont plutôt l'habitude de en parlant de nous, qui voulait mettre à mal la circulaire Blanquer. La circulaire du 29 septembre 2020. 2020. C'est vraiment récent. Et le Conseil d'État les a dégoûtés. Alors, je ne sais pas si ça permet d'aller plus loin par rapport. Je ne crois pas avoir lu dans le texte que ça permettait de généraliser cette pratique en dépit de l'accord des parents. Je ne sais pas si ça va nous aider quand même. Mais oui, ça va aider par le Conseil d'État, c'est populaire. Éducative sera plus clair comme ça. Parce que c'est vrai que, bon, un chef d'établissement, je peux pas, qu'est-ce que je fais? Bon, on a 56, je dis pas la question. Là, on va lui dire, écoute, le Conseil d'État dit que tu peux appliquer. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Et je dirais que c'est ce genre de documents, même qui paraissent incomplets, qui nous aident à faire avancer les choses. Parce que dans un système qui est régalien, descendant, j'ai droit, j'ai pas droit, tu as le droit, l'élève, tu n'as pas le droit, on est vraiment dans un système
très, très lourd, et ce genre de choses va nous faire avancer. Voilà. C'est vous qui abordiez la question du cheminement et justement le besoin, même des institutions, de procéder à leur cheminement, leur propre cheminement pour pouvoir faire avancer, mettre leur cœur à l'édifice. Donc, en effet, le cheminement, il est pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes, les parents, mais aussi pour nous, les professionnels. Je pense que, alors la formation, c'est très, très bien. Bon, je suis éducatrice spécialisée, mais je dis toujours, je provoque, hein, mais je suis spécialisée en rien. On se spécialise sur le terrain et sur les formations. Et si vous avez la chance, et je le souhaite, que des supervisions soient mises en place pour pouvoir parler sur nos pratiques et mettre à distance tout ce que l'on vit et ce que notre public vit également, quoi. Mais je pense que déjà, c'est important de se dire, voilà, on peut pas, pour moi, ce serait violent de dire on ne sait pas, on n'a rien vu, on ne sait pas. Pour moi, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue éthique, c'est très violent. C'est de dire, bah, j'ai pas vu, je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas. Et là, moi, je trouve que là, c'est stop. En tant que professionnel ou voilà, en tant que personne, on se doit d'aller au moins, alors c'est une curiosité saine, hein, c'est d'aller se renseigner, même si c'est un sujet que, bon, on n'est pas à l'aise, ok, bah, peut-être qu'une collègue va se former, pas aussi personne relais au sein de l'institution. Il y a des grandes institutions, l'éducation nationale, j'entends, on ne peut pas former tout le monde, mais dans une approche communautaire, on peut quand même former des personnes volontaires, je dis bien, hein, parce que voilà, mettre du sens à tout ça, mais qui peuvent aussi être personnes relais au sein des institutions. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même qui est important aujourd'hui. Ne rien faire pour moi, c'est très violent, et aujourd'hui c'est une réalité. Donc, c'est travailler sur nos préjugés, casser nos résistances, hein. Je pense que là, c'est nos croyances. C'est aussi un travail personnel qu'on doit faire par rapport à ça et accepter l'autre dans tout ce qu'il est, dans toute sa globalité. C'est ça. Il me semble, Siane, aussi que par rapport à la question de casser les préjugés, vous avez été aussi face à des personnes qui exprimaient de la résistance et pour lesquelles vous aviez réussi à faire évoluer le raisonnement ou leur cheminement par rapport au fait de leur donner des clés ou de leur donner des portes. Il y a la question de donner des clés pour ceux qui souhaitent être formés, développer leur formation, et il y a aussi donner des éléments de compréhension à ceux qui n'ont justement pas cette possibilité-là. Donc, c'est possible. Quand c'est possible. Quand les personnes veulent entendre. Alors, dans l'accompagnement individuel, c'est plus facile quand on travaille avec les parents, avec les familles, les conjoints, la fratrie aussi. Encore que j'ai vu une situation qui était assez désagréable à vivre, en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai vécu ça. Une jeune femme avait été mise à la porte de chez sa mère et vivait avec sa sœur. Et je lui dis, si je peux voir ta mère et ta sœur, peut-être que je vais essayer de faire comprendre quelque chose. Enfin, voilà, lui donner des clés de compréhension. Et j'ai eu affaire à une personne qui était évangéliste. Et enfin les deux, hein, la mère et la sœur, et les deux, lorsque j'essayais d'expliquer des choses, me répondaient avec des versets du Nouveau Testament. Bon, la discussion a été très vite écourtée. C'est un des dessous, on ne peut pas discuter. Il y a aussi ces résistances-là, ça existe. Maintenant, ce que je remarque aussi, c'est que même quand la formation est imposée, comme c'est le cas pour l'état civil de la mairie, les gens ressortent changés, transformés. C'est un véritable changement de paradigme, hein. C'est une mise à jour du logiciel. On sort, ce qu'on évoque aujourd'hui comme approche au niveau accompagnement, c'est ce qu'on appelle l'approche transaffirmative, qui est une approche canadienne. Les Canadiens, les Québécois ont toujours un temps d'avance sur nous dans ce domaine-là. Donc, cette approche transaffirmative, c'est d'abord avoir une approche non binaire. C'est-à-dire être capable de se dire, ben, en fait, non, le monde, contrairement à ce qu'on peut croire, ne se divise pas en deux catégories, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ensuite, c'est une approche non pathologisante, parce que je rappelle quand même que les transidentités sont sorties de la liste des maladies psychiatriques. Hein. Et c'est pas vieux, hein. D'après vous, ça vient de quand? Oui, c'est ça, oui. Mais 2019.
Autant vous dire que depuis mai 2019, je suis bien. Voilà. Décision de l'OMS. Magnifique. Mai 2019. C'est vraiment pour voilà. Du coup, c'est pas grave. J'ai répondu à la question ou pas? Sur la question de. Alors, c'était quoi la question? La question, c'était l'approche pour des personnes résistantes et on était sur des Non, mais faits, effectivement, pas- voilà. Je pense que même quand il y a des résistances, Oui. on peut, avec la pédagogie, avec de l'humour, avec un peu d'émotion, on peut faire passer des choses. Et c'est comme ça que j'aime le faire. C'est pour ça que, en général, ça passe. Chacun son rythme. Voilà. Mais des gens qui étaient, que je sentais fondamentalement contre ces mariés, vraiment très, très rarement, y compris pour les étudiants, puisque j'interviens auprès des étudiants, il y a quelques gosses et j'interviens ici. Je sens bien qu'il y a parfois une, deux, trois personnes qui. Pas grave. Il y a 95 autres à côté, alors. C'est bon. Merci, Tiane. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la salle a des questions par rapport à cette seconde table ronde? Des questions sur la prise en charge? Il y a beaucoup. Oui, c'était l'observation qu'on se faisait quand on préparait le colloque, c'était de se dire que en termes de formation, on était sur un spectre quand même assez restreint. Alors, vous avez maintenant un nouveau centre LGBT qui vient de s'ouvrir ici sur Reims. C'est fierté. Fierté, la fierté, c'est dans lequel je crois qu'il est responsable. Non. Vous avez l'association en France sur l'île, vous avez une association LGBT qui s'appelle Les Gens Suivresse sur l'île également. Après, il faut descendre sur Amiens avec l'association Translucide. Sur la côte, vous n'avez, à ma connaissance, pas grand-chose. C'est dans l'est du département. On avait... Après, oui, vous avez des ressources sur Internet. Alors, l'association France Santé France. France Santé France est une association de professionnels et d'usagers qui sont en train de retravailler les protocoles de soins. Ils ont leur congrès, là, ben, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, je devais y être, mais je ne pouvais pas, j'étais là. Voilà, c'est à Lyon. Et donc, l'association France Santé France, c'est l'ancienne SOFECT. La SOFECT, c'est une société savante autoproclamée que je qualifierais plutôt de SO-infect, qui a mis en place un protocole extrêmement malveillant, maintenant qui est morte de sa belle mort, et on ne s'en plaindra pas, et qui a été remplacé aujourd'hui par l'association France Santé France, dans laquelle on trouve des comités d'usagers, des associations. Donc la parole des usagers est enfin entendue, mais il y a aussi des professionnels de santé, des équipes disciplinaires. Donc oui, France Santé France, elle n'a pas pour vocation, cette association, à recevoir des personnes. C'est dommage. Après, des ressources sur Internet, on en avait plein, hein, notamment Wikifrance, ça, mais aujourd'hui, ce qui nous manque, et je connais des personnes qui travaillent, mais ça va être long, c'est une formation de père aidant pour l'accompagnement à la transition. J'ai reçu environ 500 personnes depuis que j'ai commencé mon activité d'accompagnement. C'était il y a 7 ans à peu près, oui, 6-7 ans, comme ça, ouais. Ça fait quand même du monde. Et j'ai encore beaucoup de demandes. L'association en France reçoit encore des demandes aussi. Et je pense qu'il faut aussi, je sais aussi des possibilités de trouver des débouchés pour professionnels pour les personnes en situation d'affirmation de genre, en transition qui pourraient, après avoir fait une formation, accompagner les autres. Maintenant, tout ça sont quelque part des succès d'année. On ne devrait pas être amené à faire ce genre de choses parce qu'on devrait simplement être accepté par la société. Voilà, donc c'est peut-être, on appelle à un changement de normes aussi. On appelle à un changement de regard des personnes cibles. Vous savez, quand on parle de, j'entendais Marie parler de tolérance, alors il y a deux façons d'aborder la tolérance, hein.
il y a la bonne, et puis il y en a une autre qui, moi, je ne veux pas être toléré par la société. Hein. La tolérance, je ne l'entends pas forcément très bien. Je n'ai pas envie d'être toléré, j'ai l'impression de. Vous savez, c'est un peu comme aller au spectacle, et puis on n'allait pas dans un fauteuil, on allait dans un strapontin. Maintenant, on prend un fauteuil comme tout le monde. Vous voyez? Donc, là aussi, c'est ce regard-là qu'il faut changer. C'est tout ce travail qu'il y a à faire après. Je crois que ça devrait aller, c'est tout ça. Bon, bah, très bien. S'il y a une... Merci à vous. Merci Sylvie. Merci Mélissa.